Bonjour à tous et à toutes. Parce que la première innovation, je dirais, suite à l'excellent débat précédent, c'est que nous avons un panel qui respecte une certaine parité. Et je sais que c'est un thème qui est cher au Cercle Montesquieu, donc je me permets cette petite remarque d'ouverture. Donc nous sommes, je me présente, Béatrice Delmassinel, avocate en droit des affaires et technologie de l'information. Je suis également associée fondatrice et présidente du cabinet d'avocats Osborne Clarke à Paris. Voilà, et donc j'ai le plaisir d'accueillir sur ce panel aujourd'hui Marie-Noëlle Gégaud-Lavessière du groupe Orange, qui est directrice exécutive innovation, marketing et technologie et membre du COMEX. Monsieur Frédéric Mazella, qui est le fondateur et CEO de la société Blablacar, et également de Wonder Léon. Est-ce que j'ai bien prononcé? Ou est-ce qu'on dit Wonder Léon? Léon, dont vous nous parlerez. Maria Pernaz, qui est directrice juridique du groupe Capgemini et également Executive Vice President. Et last but not least, Cyril Garnier, qui est le directeur général de la société SNCF Développement, une filiale du groupe SNCF. Voilà. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre sur un thème qui est intitulé Innovation, l'innovation dans tous ses états. Donc un intitulé sous forme de clin d'œil, puisque l'objectif est d'aborder les différentes formes que présente l'innovation, l'impact de l'innovation dans le monde des affaires et dans le monde économique, mais également les différents cadres qui permettent de susciter, de créer l'innovation, de faire émerger cette innovation, de la développer, de la tester, de la protéger, de la mettre en œuvre, de l'exploiter et évidemment, puisque c'est quand même l'objectif dans le monde des affaires, d'en tirer profit et d'avoir un retour sur investissement pour ceux qui ont investi. C'est un sujet très vaste. On voit très bien que ces dernières années, il y a une pression de plus en plus intense sur les entreprises pour créer de la valeur par l'innovation, dans une course concurrentielle effrénée. Donc il n'y a pas le choix et on voit comment cette pression a fait exploser des formes plus traditionnelles d'innovation fermée, on va dire, à savoir une innovation que l'on cherche en interne et que l'on protège et que l'on garde précieusement par les brevets, par le secret des affaires. Et ce modèle, finalement, évolue vers ce que l'on appelle l'open innovation, d'ailleurs dont M. Michel Varin nous a parlé un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Et l'open innovation, c'est l'innovation ouverte, et on verra comment nos différents invités vivent cette ouverture et cette nouvelle façon, en fait, de créer des cadres qui vont permettre à l'innovation de s'exprimer. Voilà, donc sur ce débat très large, l'objectif, parce qu'il faut en avoir un, surtout en fin de journée, pour essayer de se canaliser, ce sera surtout du partage d'expériences de la part de nos invités qui, comme vous l'avez vu par leur qualité, leur fonction, ont tous en fait des expériences intéressantes et des positions intéressantes. Donc ma première question va à Marie-Noëlle, tout simplement déjà pour qu'elle nous parle de son rôle et de ce que ça représente justement au sein d'un groupe comme le groupe Orange, d'être finalement la personne comme dans un rôle central finalement, mais en même temps transversal, avec un titre qui comporte ce mot innovation. Qu'est-ce que l'innovation et qu'est-ce que votre rôle et qu'est-ce que ça représente pour le groupe? Bonjour à tous. L'innovation, c'est un élément... D'abord, l'innovation appartient à tout le monde, donc
Moi, j'ai le bonheur de l'animer et de la faire chanter chez Orange, mais c'est vraiment justement quelque chose qui doit être partout dans tous les métiers et qu'il faut qu'on arrive à aller identifier. De plus en plus, vous l'avez dit, on est dans des environnements qui sont très concurrentiels et donc sur nos sujets à nous, finalement, si on ne veut pas être perçu comme un vendeur de connectivité simple, il faut qu'on aille innover par la technologie, par l'expérience client, par notre capacité à avoir des expériences très unifiées. Et donc notre capacité d'innover, notre capacité d'apporter une vision très simple à nos clients, donc à la fois une innovation technologique, mais surtout sa capacité à rencontrer un usage, à rencontrer un besoin, c'est évidemment central pour nous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux batailles. On a les batailles globales et les batailles locales. Les batailles locales, vous les voyez tous les jours en 4x3 ou dans le métro, c'est Orange contre SFR ou Numéricable, Orange contre Bouygues, Orange contre Free. Et donc là, on a des batailles d'opérateurs domestiques à opérateurs domestiques dans lesquels voilà, l'objectif est de trouver une semaine sans promo. Et en France, pas si simple. Donc on est sur de l'hyper-réactif et sur des batailles qui sont quelquefois destructrices de valeur, il faut le dire, mais qui sont très locales. Et puis on a un autre type de bataille, que moi j'appelle les batailles globales, dans lequel la question est de dire, est-ce que vous, nous, nos ados, vont utiliser Orange ou vont utiliser WhatsApp ? Et dans ces cas-là, est-ce que l'identité digitale qu'ils ont, ça va être le numéro de mobile ou est-ce que ça va être leur identité Facebook ? Et donc là, on a des batailles entre nous, opérateurs, et puis des animaux de nature un peu différente, que peuvent être les GAFA ou des grandes plateformes, où là, on a vraiment le besoin d'être sur des plateformes. Alors, j'appelle le mot plateforme, j'utilise ce mot à dessein parce qu'il n'est pas clair. Donc, au niveau central, on travaille sur les plateformes les plus caractéristiques pour le groupe, qui du coup sont un support pour tous. Donc la 5G, c'est une plateforme qui va être extrêmement importante. L'identité mobile, ça en est une. Les communications. Et donc du coup, pour ce sujet-là, du coup, on construit des gros enablers et on regarde comment ils sont capables d'être utilisés dans le groupe. Mais ce qui est important, c'est de se positionner ensemble. Et souvent, d'ailleurs, dans un pays, on a besoin que tous les opérateurs le fassent. On rêverait que tous les opérateurs le fassent, mais comme on ne se parle pas, c'est compliqué. Et on utilise beaucoup la GSMA pour ce faire. Donc, parce qu'en fait, on essaye de se positionner par rapport à d'autres qui ne sont pas du tout sur les mêmes emprises géographiques que nous, qui ne sont pas soumis aux mêmes règles que nous. Et donc, ça crée aussi des déséquilibres sur lesquels il faut qu'on arrive à trouver notre place. Oui, donc c'est une nouvelle forme de concurrence qui suscite finalement cette organisation et cet état d'alerte. Oui, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on arrive d'univers différents et que finalement, pour un client, à un moment donné, on peut lui rendre le même service, un même service assez simple. Et que du coup, on a de plus en plus des créations de ces plateformes qui sont des écosystèmes. Et donc, on va travailler avec des très grands, on va travailler avec des tout petits fournisseurs de services qui vont venir à côté ou des affiliés. On va partager du code, on va partager des API, tout ça pour qu'on puisse à la fin proposer quelque chose d'extrêmement fluide à nos clients, dans lequel il n'a pas besoin de se réidentifier à chaque fois. Il faut dire qu'il y en a un qui est quand même lead sur l'identification, dans lequel il est sécure, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur qu'on aille lui voler ses données ou en faire des usages. Voilà, donc sa création de ces quelques écosystèmes, c'est vraiment quelque chose qui arrive aujourd'hui et dans lequel finalement on va tous se mettre, tous les acteurs économiques derrière quelques grandes plateformes. Voilà, Facebook en sera une, les opérateurs, je l'espère, en seront une, parce que vous n'aurez plus pendant très longtemps 1500 applications dans votre terminal, parce que vous vous servez toujours de 5 ou 6. Et donc elles vont toutes venir s'agréger derrière des écosystèmes dans lesquels vous allez parler, échanger, communiquer, regarder des photos, commander votre Blablacar, acheter, prendre vos billets de train. Et donc, du coup, voilà, ça sera votre univers à vous. Et donc, la bataille aujourd'hui, c'est de savoir qui agrège ces écosystèmes et qui en sont les acteurs. Donc c'est très clairement, effectivement, l'enjeu. Mais pour en venir à votre rôle, justement, ça paraît tellement énorme et important et central. Donc, pourquoi votre rôle et comment par ce rôle, vous contribuez à la gouvernance de cet enjeu au sein du groupe ? Ces quelques grandes plateformes globales sont décidées pour le groupe, sont fabriquées pour le groupe, sont discutées pour le groupe. Parce que quand on va discuter outre-Atlantique, plus on est déjà petit.
par rapport à eux, avec nos 27 pays. Parce qu'eux, ils sont partout. Et quand je discute, il y en a qui sont là en face. Mais, et on a l'habitude Donc, du coup, je pense que c'est important pour nous tous, parce que pour eux aussi, il faut cette capacité à avoir du reach, à pouvoir parler à beaucoup de clients. Donc, on a des vrais intérêts communs à y aller, mais on ne peut pas y aller en ordre dispersé, parce que ça ne fait pas sens. Et donc, du coup, on est à la fois un support d'expertise pour faire et développer l'innovation locale. Aujourd'hui, en intelligence artificielle, par exemple, on n'a pas des compétences dans nos 27 pays. Donc, on a des compétences, nous, et qui sont au service d'eux, et on essaie de regarder comment on est capable de généraliser au plus vite. Donc, on a un vrai sujet de compétences dans un certain nombre de géographies. Et donc là, on est en support. Quand vous dites « nous », vous parlez de votre équipe. Oui. D'accord. Donc, soit on est en support d'expertise pour aller développer de l'innovation qui est plus locale, soit on est dans la construction d'un certain nombre de plateformes qui, du coup, vont être accessibles à tous les pays et qui vont être, du coup, adaptées, customisées, avec un sujet qui est la langue, évidemment, mais aussi la réglementation. Et donc, du coup, voilà, il faut qu'on fasse des grandes briques et que ces briques, finalement, la glue soit faite localement pour répondre aux différentes contraintes, mais que ce soit, voilà, comme c'est même plus des Lego, il faut que ce soit des duplos. Et donc, du coup, on gagne en rapidité, que quand un pays veut faire quelque chose, ça aille le plus vite possible, parce que finalement, il va monter ses briques et il va perdre le moins de temps possible. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, enfin, je pense que vous serez tous d'accord pour dire que l'enjeu, c'est l'agilité dans l'innovation. Et donc, en ce qui concerne l'innovation elle-même, de votre point de vue, parce que vous êtes Orange, on parle plutôt d'innovation technologique, ou est-ce que vous abordez tout de même votre mission comme ouverte à toutes les formes d'innovation au-delà de l'aspect purement technologique? Ça va nécessairement au-delà de l'aspect technologique. Ce qui est génial en ce moment avec la technologie, c'est qu'elle permet d'imaginer, en tout cas elle permet de faire ce que des marketeurs ont rêvé de faire pendant des années. Donc du coup, c'est génial. Mais en tant que tel, ça ne sert à rien. Hein. Donc du coup, il faut absolument que la technologie va juste rendre quelque chose possible. Donc elle va rendre possible le fait de pouvoir faire de la vraie personnalisation. Ce que fait l'intelligence artificielle ou le big data, c'est vraiment de personnaliser une relation client. Parce que c'est pas vrai qu'autrement on peut personnaliser une relation de 8 millions de clients quand on n'est pas capable de les connaître un par un. Donc ça permet voilà, donc tout d'un coup on voit une relation client qui est complètement différente si on est capable de la personnaliser. Ça permet de faire de la latence très faible pour un certain nombre de réseaux, ou alors de distribuer des milliers de petites données pour faire de l'Internet des objets. Donc, du coup, la technologie, elle apporte plein de possibles, et elle doit rencontrer des métiers, et donc ils doivent parler pour se dire, mais ça résonne, et donc moi je suis capable de changer mon business model, d'apporter un nouvel usage, et donc il faut forcément qu'il y ait un mélange. Et dans nos équipes aujourd'hui de recherche, on essaye de commencer à mettre effectivement des gens qui font de la réglementation, avec Nicolas, des juristes, avec des financiers, parce qu'en fait, souvent, ils arrivent un peu tard dans la danse. Parce qu'historiquement, c'est vrai que les ingénieurs qui font la 5G au démarrage, c'est quand même des techos. Mais assez rapidement, on s'aperçoit qu'on est capable de faire du slicing, c'est-à-dire de faire plusieurs réseaux dans un réseau, c'est-à-dire d'avoir des verticales, et du coup d'aller servir le monde automobile pour faire quoi, avec qui est responsable de quoi, sur quel business model, avec quelles données. Et donc là, on va bien au-delà de la simple question de la technologie. Et donc du coup, il faut qu'on embarque très tôt à la fois des penseurs de la finance pour penser des nouveaux business models, et des penseurs du monde juridique pour regarder finalement comment les choses vont s'ouvrir et comment toutes les règles vont se construire aussi, parce que c'est nouveau. C'est une très bonne transition avec Frédéric Mazella. Donc vous rassemblez aujourd'hui une communauté, si je ne m'abuse, de covoiturage qui est la plus grande au monde, avec 60 millions de membres sur 3 continents. Et est-ce que vous voulez revenir avec nous sur le début de l'aventure et justement votre vision à vous de l'innovation qui finalement est peut-être un peu loin de la pure technologie également? Oui, bonjour à tous. Ça part, l'innovation, on peut tout simplement dire que ça part d'imaginer quelque chose qui n'existe pas et de s'imaginer comment cette chose qui n'existe pas va quand même pouvoir exister.
et donc de la rendre compatible avec le monde dans lequel on est. Donc en fait, l'innovation, bon, pour moi, elle est venue d'un usage, enfin d'une volonté d'usage en tout cas, qui était simplement de vouloir me déplacer quand je ne pouvais pas. J'ai déjà raconté l'histoire 1500 fois, mais je veux bien vous la refaire. Donc je suis vendéen, voilà, donc je devais rentrer à Noël pour les fêtes de fin d'année. Et comme je m'y prends toujours très très tard sur mes déplacements, là je m'y suis pris trop tard, donc il n'y avait plus de place dans les trains. Il y avait la grève peut-être ? Pardon ? J'ai pas entendu. Non, je vous demandais s'il y avait une grève. Alors non, c'était à Noël. Ils étaient pleins parce que succès Noël. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles parfois on ne peut pas monter dans les trains, y compris les grèves. Donc, parfois, du coup, c'est Noël un petit peu tout le temps, puisque ça peut être Noël à n'importe quel moment de l'année, je vous remercie. Donc, en fait, là, c'était vraiment Noël. Et donc, je me suis pris 2 jours avant, et donc tous les trains étaient pleins. Et du coup, j'ai dû appeler ma petite sœur qui habitait à Rouen pour passer me chercher à Paris avec sa voiture, et qui m'a emmené en Vendée. Et en fait, sur la route, quand on prend la voiture, eh bien, quand on prend l'autoroute A10, pour ceux qui l'ont déjà prise, eh bien, on voit passer les TGV de temps en temps. Et là, j'ai vu passer les TGV pleins de places que je ne pouvais pas avoir. Et j'ai vu en même temps des milliers de voitures vides, juste à côté, qui faisaient exactement le même trajet. Et là, je me suis dit, ah oui, en fait, des places pour aller en Vendée, il y en avait plein. Elles n'étaient pas dans les trains, elles étaient dans les voitures. Et je me suis dit, bon, le problème, c'est qu'il faut aller indexer toutes ces petites places vides, une par une, dans chaque voiture. Donc, en fait, on se rend compte du problème de la masse qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut arriver à faire en sorte que les conducteurs soient motivés pour aller dire qu'ils ont 2-3 places libres sur leur trajet, pour qu'ensuite les passagers viennent les chercher. Puis ensuite vient la problématique de la probabilité que 2 personnes fassent le même trajet au même moment et qu'ils vous le disent tous les deux à l'avance. Donc on diminue les probabilités, mais il n'empêche que voilà, c'était l'idée toute bête de se rendre compte que effectivement il y a des millions et des millions, pour pas dire des dizaines de millions chaque jour de places vides qui se déplacent alors que d'autres personnes veulent se déplacer. Et donc ensuite, avec le partage de frais qu'on fait entre le conducteur et les passagers, eh bien, on trouve un équilibre dans lequel tout le monde est gagnant. Le conducteur économise de l'argent, le passager trouve une solution pour se déplacer extrêmement économique. Et donc ça peut marcher, mais il y a un gros effet de seuil à atteindre qui est assez compliqué. Ce qu'on a d'ailleurs aujourd'hui aussi à atteindre maintenant sur le covoiturage domicile-travail. On pourra parler peut-être un peu de diversification, mais là on parle de covoiturage longue distance que l'on fait très bien aujourd'hui, effectivement, avec 60 millions de membres dans 22 pays. En France, c'est 14 millions de membres, mais c'est pas le pays le plus actif d'ailleurs, bizarrement, parce qu'en Russie, où on s'est lancé il y a 4 ans, il y a beaucoup plus de gens qui font du covoiturage avec BlaBlaCar qu'en France. Donc ça marche encore mieux en Russie, avec des volumes incroyables. Mais donc après, une fois que c'est lancé, eh bien, on a ce qu'on imaginait depuis le début, mais on ne pensait pas qu'on arriverait à passer ce seuil de liquidité. Aujourd'hui, vous cherchez n'importe quel trajet, vous trouvez des conducteurs qui le proposent. Et donc là, on a créé du coup quelque chose de nouveau, c'est-à-dire une possibilité de se déplacer en utilisant les voitures vides. Donc voilà, en termes d'innovation, c'est ça. Après, voilà, ça c'est la vision, et puis c'est beaucoup d'exécution. Il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut imaginer comment rendre ça compatible. Il faut avoir une grosse conviction que ça va marcher. Pour moi, il y avait toutes les pièces du puzzle sur la table, si vous voulez, c'est-à-dire que les gens avaient l'habitude de réserver des trajets en ligne, les voitures étaient vides, l'équation économique fonctionne pour les passagers comme pour les conducteurs. Enfin, vous mettez tout ça. Et les technologies Internet, donc basées sur 3 principales technologies qui sont les bases de données, la connectivité et les moteurs de recherche, font que quand vous combinez tout ça, vous êtes capable de créer des plateformes. C'est toute l'économie de plateforme qu'on est en train de voir, toutes les immenses plateformes qui sont en train de débarquer. Elles sont toutes basées sur ces 3 technologies-là, avec quelques variantes ou quelques extensions, mais c'est gestion d'une base de données, très intelligente, très organisée, un moteur de recherche dessus pour trouver rapidement ce dont on a besoin, et puis derrière, connectivité pour être accessible de partout. Et connectivité, c'est là où évidemment les opérateurs jouent leur rôle. Mais quand vous combinez tout ça, vous pouvez créer tout un tas de nouveaux services, nouvelles plateformes, allant du partage de réseau avec du LinkedIn, du Facebook, partage d'argent avec tout ce qui est crowdfunding, partage de biens avec du Airbnb, du BlaBlaCar, du Drivey, tout ce que vous voulez, partage de connaissances avec du Wikipédia, partage de fichiers avec du Spotify, du Dropbox, tout ce que vous voulez, du Deezer. Bon, après, c'est du partage et c'est tout le temps la même chose.
Oui, vous m'aviez indiqué, en fait, c'est vraiment l'innovation dans les usages, hein, les nouveaux usages. On parle d'innovation de rupture, mais c'est assez négatif finalement. On est plus dans l'évolution des usages possibles qui sont rendus possibles par la technologie. Exactement, et quand la technologie rend quelque chose possible, eh bien ça va arriver. La question, c'est quand ça va arriver et qui va le faire. Mais quand on est persuadé que les technologies sont là pour le faire et qu'il y a quelque chose d'assez logique qui doit se passer, il y a différentes forces qui vont pousser pour aller réaliser cette chose-là. Et donc après, ça devient, qui veut le faire, quoi. Faut lever la main, puis il faut... Enfin, en l'occurrence, là, il faut lever la main pendant 12 ans, Alors justement, jour et nuit. Parce que justement, le sujet, c'est l'innovation dans tous ces états. C'est l'une des questions, c'est quelle est la meilleure forme. Et vous avez créé une start-up. Donc vous êtes dans la catégorie innovation qui se traduit par le choix de la création d'une start-up. Est-ce que vous pouvez également nous expliquer, c'était peut-être une nécessité effectivement, ou voilà votre choix de l'époque, et comment vous voyez finalement ce choix aujourd'hui avec le recul par rapport à cette notion d'open innovation et de nouvelles formes de croissance par les partenariats. Est-ce que c'est finalement la meilleure forme, selon vous? En fait, je pense pour innover, il faut avoir une très très forte envie d'apprendre et une forte envie d'avoir de l'impact. Il faut disposer d'une certaine liberté. Donc c'est vrai que la start-up se retrouve avec tout ça. Enfin, il ne faut pas oublier qu'avec liberté va solitude et va... difficultés en tout genre, parce que quand vous avez, enfin typiquement quand vous créez une start-up, que vous avez 27-28 ans, voilà, vous décidez de ne pas vous payer pendant 5 ans parce que c'est ce qu'il faut pour démarrer le truc, alors que vous aviez fait des études et commencé une carrière qui pourrait faire que vous aviez un salaire normal, et que vous devez l'expliquer à vos parents d'ailleurs, qui se disaient « Ah, ça y est, il est enfin sorti de ses études et ça y est, il a un vrai boulot. Et là, il faut leur expliquer qu'on est en train de créer un site internet. Parce qu'à l'époque, c'est ça. Vous avez expliqué que c'était la faute de votre petite sœur. Ouais, non, alors oui, enfin, après, c'est grâce à elle, j'ai envie de dire. Non, mais c'est vrai que, voilà, d'ailleurs, vous recevez un retour du style, t'inquiète pas, on t'a gardé ta chambre en Vendée, si tu veux, tu peux revenir. Tu dis, ah non, mais je vais vraiment le faire. Et c'est gentil d'avoir une chambre en Vendée, mais c'est pas le but. Donc voilà, et ça demande en fait. Enfin, moi, ce qui m'a fait sortir de ça, c'est que j'avais besoin de sentir l'impact que je pouvais avoir. J'avais une soif d'apprendre incroyable et que un poste, quel que soit le poste de salarié dans la société, ne me suffisait pas. En fait, j'ai toujours eu beaucoup l'envie d'apprendre dans tous les domaines, que ce soit en maths physique, en informatique, en musique. Enfin bon, j'ai fait tout un tas de trucs qui m'ont permis d'apprendre. Et puis après, il y a un moment, la meilleure école, ça devient une start-up en fait. Parce que alors là, faut vraiment tout faire. C'est-à-dire que vous faites tous les métiers, quoi. Au début, moi, je faisais du développement informatique. J'avais fait mon master d'informatique à Stanford. Donc j'ai pu commencer par coder. Ensuite, vous faites le service client quand vous commencez à avoir un petit peu de clients. Vous faites du produit, vous faites de la communication, vous faites de la compta. Alors il y a des trucs qui se font la nuit, des trucs qui se font le jour. Il faut être en forme, hein, parce que quand vous faites tout ce qui est juridique et compta, ça peut se faire la nuit. Enfin, je pense que vous le faites le jour, mais en fait, quand on est start-upper, on peut le faire la nuit parce qu'en fait, c'est un moment où on peut être tout seul, concentré pour le faire, et puis le téléphone sonne plus, puis c'est tranquille. Et après, il y a d'autres trucs qu'il faut faire dans la journée, par exemple tout ce qui est communication, tout ce qui est collaboration avec les équipes, tout ce qui est communication avec les clients, tout ça. En fait, eux, ils dorment, et donc du coup, il faut respecter ça. Mais donc, non, mais voilà, il faut être en forme. Il faut être motivé, il ne faut pas avoir peur de la solitude. Enfin, voilà, c'est réunir tout un tas de choses. Il faut se dire que oui, on pourrait avoir un salaire normal, mais là, ce n'est pas le cas. On ne se paye pas. Enfin, ça demande quand même une sorte de sacrifice qu'il faut être capable de faire. Soit il faut être fou, soit il faut avoir des moyens financiers qui vous permettent de le faire. Alors là, il faut avoir une famille qui vous soutient. Bon, moi, en l'occurrence, ce n'était pas forcément le cas parce que mes parents ne me donnaient pas d'argent. Enfin, ce n'était pas possible. Donc du coup j'ai fait des emprunts, j'ai emprunté de l'argent, j'ai même emprunté de l'argent pour faire mon MBA à l'INSEAD que j'ai mis ensuite 7-8 ans à rembourser. Enfin voilà, et à un âge où tous mes copains étaient en train d'investir sur acheter un premier appartement ou quelque chose comme ça, bon, ben, moi j'ai investi sur me payer un MBA pour aller ensuite pouvoir apprendre comment créer une société, parce que j'avais plus le côté technique sans le côté... Enfin, voilà. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie non plus, il faut m'arrêter. Non, mais c'est très intéressant. Mais ça rappelle, enfin, vous avez commencé par dire qu'une start-up, c'est la liberté, donc mais ça reste, c'est un sacrifice personnel. On en parlera avec Cyril, qui est
une grande expérience, et d'ailleurs peut-être je passe de l'accompagnement des startups. Et juste un mot là-dessus, parce que moi on m'avait dit oui, créer une société, c'est la liberté, c'est la work-life balance, c'est un style de vie. Ouais, c'est un style de vie. Enfin, faut pas le faire pour le style de vie, parce que le style de vie, c'est non mais oui, mais enfin on dort pas quoi. Enfin, c'est juste, on s'arrête pas pendant 12 ans, on pense qu'à ça tout le temps. Enfin, tout l'entourage. Enfin, voilà, moi je suis Monsieur Blablacar. Enfin, ça y est, j'ai ça sur le front, aussi bien avec mes amis, avec tout le monde. Enfin, c'est Mais justement, alors, est-ce que l'écosystème aujourd'hui n'est pas plus favorable à la création de start-up ? Si, c'est-à-dire que maintenant, socialement, c'est beaucoup plus accepté d'être entrepreneur. C'est même valorisé. On voit beaucoup plus en fait, qu'à mon époque, d'étudiants de très grandes écoles aller se dire tiens, les start-up, c'est une option. Soit aller travailler pour une start-up plutôt que d'aller travailler pour un grand groupe, parce qu'avant, c'était plutôt les grands groupes. Là, voilà, je pense que la société est un peu mieux préparée à se dire tiens, mon fils, il a fait Polytechnique, puis finalement, il va bosser dans une start-up. Ouais, c'est bon, c'est OK. Il y a 10 ans, ce n'était pas exactement comme ça. Et moi, typiquement, c'est pareil, j'ai un peu ce genre de parcours-là avec Normal Sup. On finit pas à créer une start-up. Normalement, on va travailler dans un vrai boulot. D'ailleurs, c'est ce qu'on me demandait les premières années. Quand je disais que je créais à l'époque ce qui s'appelait covoiturage.fr, on me demandait quel était mon vrai boulot. Je disais, bah non, je fais ça. On viendra tout à l'heure sur la dimension humaine et les enjeux humains de l'innovation, notamment par la guerre des talents. Je vais passer la parole à Maria. Sans transition, parce qu'on est dans un monde un peu plus éloigné des startups, puisque Maria, donc toi, tu as une carrière d'avocate, d'abord au barreau de Madrid, je crois, en Espagne, et de juriste en entreprise, dans des groupes au service, enfin, qui fournissent des services d'ingénierie informatique, donc une carrière internationale marquée par les nouvelles technologies et l'informatique et les services. Et tu es directrice juridique groupe aujourd'hui de Capgemini. Et j'ai l'impression que ça chuchote quand je parle. Et tu vas nous parler justement donc, de l'innovation pour Capgemini, mais également pour ta direction juridique. Parce que tu as décidé de ne pas être en reste. Absolument. Et je vais commencer par dire une chose. Je suis avocat. Oui, je suis avocat, mais je dis toujours ma première passion, c'est la technologie. Donc j'ai l'immense chance. Il y a des gens qui se disent pourquoi tu as fait des études de droit, bon, c'est la vie, mais ma première passion c'est la technologie. Donc je dois dire que j'ai l'immense plaisir de travailler dans un métier qui me passionne et je pense que ça aide beaucoup. Donc pour parler de l'innovation chez Capgemini, je souhaite commencer par dire quelques mots de mon président, de Paul Hermelin. On a demandé à Paul Hermelin il y a longtemps, parce que l'innovation ce n'est pas un concept d'hier, on a demandé à Paul, qu'est-ce qui vous rapporte le plus à Capgemini ? Il a dit, ce qui nous rapporte le plus à Capgemini, c'est définitivement l'innovation. C'est travailler sur les choses de demain, parce que c'est travailler sur les choses de demain qui motive nos collaborateurs. Donc, au-delà des sujets de marche opérationnelle, définitivement l'innovation, c'est un outil de talent retention. Les gens souhaitent travailler dans des projets innovants. Donc, Capgemini est donc un des leaders des consulting, système transformation numérique. Et pour nous, l'innovation, définitivement, c'est au cœur de notre métier. C'est dans l'ADN, c'est dans notre ADN, et c'est un élément essentiel de notre stratégie d'entreprise. Donc, on ne peut pas dire que chez Capgemini, l'innovation vient, comme on dit en anglais, in addition. L'innovation chez Capgemini doit être un élément essentiel, une discipline qui doit faire partie de notre façon de travailler. Et c'est pour ça que, pour tous ceux qui connaissent le branding de Capgemini, c'est People Matter, Results Count. Et chez Capgemini, on dit From People through Innovation to Results. Et on dit aussi que l'innovation, quand elle est bien appliquée, c'est définitivement gold, c'est de l'or, définitivement. Et tu l'as dit, Marie-Noël, finalement, l'innovation, ce n'est pas seulement la partie, les produits. Aujourd'hui, on parle au business. Aujourd'hui, on parle au directeur de marketing. Donc, c'est pour ça que je veux dire que chez Capgemini, l'innovation, ce n'est pas seulement aujourd'hui l'innovation des produits ou l'innovation des services, c'est l'innovation des procédés, c'est l'innovation des modèles d'organisation, c'est l'innovation au sens large. Et je vais donner certains témoignages par rapport à qu'est-ce qu'on fait dans la vie réelle pour stimuler l'innovation. Donc, tout d'abord, dans une société comme la nôtre, l'innovation doit commencer par le développement des offres innovantes. Donc, les must-have, disons,
c'est de faire les investissements qui sont nécessaires pour pouvoir offrir à nos clients, pour réviser les portefeuilles d'offres d'une façon régulière et pour pouvoir offrir à nos clients des offres qui sont vraiment innovantes. Mais on pense aussi, chez Capgemini, qu'on a l'obligation aussi d'accélérer l'innovation chez nos clients. Et c'est pour ça qu'on a développé il y a longtemps ce qu'on appelle les Apply Innovation Exchange. L'Apply Innovation Exchange est un réseau mondial localisé en 16 centres d'innovation au niveau mondial. Et c'est là où on peut développer les proof of concept avec nos clients, qui nous permet de présenter ces offres dans les contextes clients, dans les secteurs clients, et qui nous permet d'aider nos clients à accélérer l'innovation in-house, disons. Mais finalement, et je répète, tous ceux qui me connaissent savent que c'est une chose que je dis très souvent. Je pense que c'est les fondateurs de Sun Microsystems qui avaient dit « All the smart people do not work for you ». Donc, tu ne trouves pas tous les gens les plus intelligents au sein de ton entreprise. Il y a des gens très intelligents qui ne travaillent pas pour toi. Donc, c'est pour ça que chez Capgemini, dans le cadre de l'innovation, on met très souvent l'accent aussi dans le développement des partenariats stratégiques. Donc, c'est public, on est des gros partenaires de SAP, de Salesforce, de Amazon Web Services, Microsoft, et on essaye aussi de développer des partenariats avec des startups. Parce qu'effectivement, on considère que les startups, c'est une autre façon de création de valeur. Donc ce sont des partenariats, ce ne sont pas des contrats de service, ce sont de véritables contrats qui organisent la recherche commune sur des sujets particuliers et le co-développement. Oui, donc on a fait deux choses. Donc on a développé un portefeuille dédié définitivement des partenariats avec les startups, qui nous permet de faire l'innovation avec eux, donc qui nous permet de faire la co-innovation. Mais on a aussi, et c'est public, on a aussi fait de nombreuses acquisitions pendant les derniers 18 mois. Et on a fait des acquisitions de sociétés qui ont commencé comme une start-up. Et donc on travaille avec les startups en prenant en compte différents types de collaboration, via acquisition, via collaboration, via investissement, etc. Et donc voilà, donc les partenariats. Après, je pense que les think tanks, on pense chez Capgemini que les think tanks, il faut aussi réfléchir, il faut aussi collaborer avec les centres de recherche. Et nous, chez Capgemini, on a ce qu'on appelle les Digital Transformation Institute. C'est notre institut, c'est notre think tank qui collabore avec les MIT, avec les grandes écoles, et qui nous permet aussi de réfléchir, particulièrement dans cette époque-là, dans la partie digitale et dans la partie du cloud. Et je finirai par dire, parce qu'on est particulièrement fiers, c'est que vous savez, tous ceux qui connaissent Capgemini savent que pour notre fondateur, le rugby, il était vraiment passionné de rugby chez Camp. Et nous venons de signer le partenariat mondial avec Rugby 7, et on a été nommé Global Innovation Partner. Donc c'est pour ça que c'est juste pour dire, c'est anecdotique, mais c'est juste pour dire l'innovation, c'est vraiment au cœur de notre métier. Et au niveau de la direction juridique groupe, donc tu as également décidé d'organiser l'équipe différemment pour prendre en compte l'innovation. Oui, sans doute. Donc, vous savez que je suis chez Capgemini depuis 8 mois, 7 mois, 8 mois. Et je suis en effet en train de faire un reshaping de l'organisation juridique au niveau mondial, parce que j'ai toujours dit que la stratégie de la direction juridique, c'est la stratégie de l'entreprise. Quand j'écoute Paul Hermelin, ses messages sont très clairs. Aujourd'hui, Capgemini, nous faisons 30% de notre chiffre d'affaires dans le domaine du digital et cloud, et ça n'a fait que ça augmenter. Et les besoins, et Marie-Noël avait évoqué aussi la relation avec la direction juridique, les besoins ne sont pas les mêmes. Les besoins ne sont pas les mêmes quand on parle on a dans la partie des technologies, on fait une distinction entre ça qu'on appelle les legacy systems, l'application management, l'infrastructure, et ça qu'on appelle tout ce qui est emerging technologies. Dans les emerging technologies, on n'a pas travaillé de la même façon, les besoins ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça qu'au sein des CAP, et certaines personnes m'ont déjà entendu parler, au sein des CAP, je parle d'une nouvelle pyramide de valeurs de la direction juridique. Et cette nouvelle pyramide de valeurs de la direction juridique est structurée en 3 niveaux différents. Le premier niveau, c'est ça que j'appelle le business as usual. Donc, on doit continuer à faire nos contrats, on doit continuer à faire notre droit des sociétés, regulatory and compliance, mergers and acquisitions, etc.
Après, il y a un deuxième niveau qui me semble très très important, parce qu'autrement je ne pourrais pas donner du support à mon organisation comme il faut, et c'est l'innovation et la stratégie. En effet, je pense que les développements des offres innovantes demandent aux juristes une connaissance très 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 approfondie de nos produits et services, première chose. Et deuxième chose, il faut être ahead of the market. Il faut aller beaucoup plus vite que les marchés. Et dans ce deuxième niveau, j'ai beaucoup investi pendant ces premiers 7 mois chez Capgemini pour les développer. J'ai eu la chance de compter avec une équipe de collaborateurs qui m'aident dans cette transformation. Mais c'est définitivement essentiel. C'est ce deuxième niveau d'innovation et stratégie dans lequel on va travailler d'une façon absolument différente. Et finalement, le troisième niveau, c'est bien évidemment les people, parce que l'innovation, ça commence toujours par la personne. Pardon, le troisième niveau, c'est people, c'est l'équipe, parce que de toute façon, tout ce qu'on peut faire dans le domaine d'innovation, je dis toujours de toute façon que l'équipe, c'est toujours au plus top de la pyramide, parce qu'on est une société de services, donc les people, les gens sont au top du top de tout ce qu'on fait. Mais en fait, effectivement, c'est indispensable pour un métier de service, mais les people sont indispensables pour l'innovation tout court. Et c'est la transition avec Cyril Garnier. Donc, si vous voulez nous expliquer, parce que c'est un projet assez fascinant, une aventure humaine, finalement, ou premièrement, je devrais dire, que celle de cette filiale du groupe SNCF, qui aujourd'hui existe depuis 8 ans, je crois, 7-8 ans, et vous avez en plus le bénéfice du recul de cette expérimentation dont on va pouvoir bénéficier. Alors, dans une maison comme SNCF, il y a beaucoup de gens qui font l'innovation. On a des gros pôles de développement informatique. Connaissez tous Oui SNCF. Donc, c'est des maisons qui font de l'innovation naturellement. Par contre, il y a des périodes de crise qui font que des mouvements forts ont lieu. Il y a 2 responsables de crise, d'ailleurs, qui sont dans cette salle. Quand on se rend compte, je ne sais plus, en 2015, que Frédéric transporte autant de personnes que Eurostar, il y a une prise de conscience que des nouveaux entrants étaient capables de tailler des croupières à des acteurs comme les nôtres. Et puis la prise de conscience en regardant Google Flight, qu'à un moment donné, les GAFA avaient une capacité à prendre le top de la plateforme et pouvaient nous mettre en risque d'être des intermédiaires. Et ça, c'est ce qui a lancé les grands plans SNCF Digital portés par le président, donc dans les années 2013-2014, suite à ces 2 sujets-là. Et le troisième sujet de crise, c'était l'accident de Bretigny, qui fait prendre conscience que l'infrastructure n'a pas été modernisée, elle n'est pas digitalisée. Et donc là, c'est SNCF Réseau qui va lancer différentes opérations d'innovation. Par contre, nous, l'histoire, elle va démarrer avant, elle démarre en 2009, en pleine crise économique, là où on se rend compte qu'on doit fermer des sites industriels dans des endroits très difficiles et qu'on n'a pas d'outils pour accompagner les territoires. Et donc là, moi, je rejoins la DRH et comme on n'a pas de solution, on crée une petite filiale, un vrai projet d'entrepreneuriat. Et rapidement, on dit, comme on n'a pas de solution, on va se tourner vers le monde des entrepreneurs, parce qu'eux, ils créent de l'emploi. Et venant, moi, du monde du numérique et ayant déjà travaillé dans les premières startups au moment de la première bulle Internet, je me dis, on va faire comme ça se passe aux États-Unis. Ils ont 4 ans d'avance, un quart des emplois créés aux États-Unis sont dans le numérique. Donc nous, en 2009, on dit, on va tout de suite travailler sur le numérique. Et donc, on devient partenaire du camping. Je ne sais pas si vous connaissez le camping, c'était une émanation de Silicon Sentier qui, en 2009, dit on va réinventer l'économie, on va s'installer au Palais Brognard et on va créer un accélérateur de start-up. Tu avais 2 ans, Blablacar. En 2009, vous aviez quel âge? 3 ans. Moi, j'ai commencé à coder en 2004, j'ai incorporé la boîte en 2006. Voilà. Donc voilà, c'était tout début, on suivait les quelques précurseurs comme Frédéric, comme Sologer.com, comme d'autres boîtes comme ça. Et donc, Silicon Sentier, on a été partenaire avec BNP et Google, d'ailleurs, qui étaient partenaires avec nous très tôt, pour dire on va aider des gens qui vont réinventer l'économie. Ça s'appelle Numa aujourd'hui, le camping. Donc, c'est devenu le vaisseau amiral des startups en France. C'est le pôle parisien. La première boîte qu'on a financée en 2011, elle a été rachetée en 2014 par Twitter. Un entrepreneur de Lorraine qui prétendait faire de la valeur en analysant les flux. Donc, on s'est retrouvé tout de suite dans cette mouvance-là. Et donc, en même temps qu'on accompagne nos agents SNCF qui veulent créer des boîtes, qu'on finance quelques PME qui sont sur nos sites industriels ou à proximité, qui créent de l'activité, on a développé
un écosystème en accompagnant un accélérateur, puis un deuxième. On en a fait un très très beau en Seine-Saint-Denis, très orienté inclusion numérique, inclusion sociale. Et au fur et à mesure, on a fait grandir l'écosystème. Ça ne s'appelait pas la BPI à l'époque, hein, c'était encore Oseo. C'était la difficulté pour trouver des gens qui financent. On avait bossé un petit peu avec les équipes de Fort Pellerin, qui était à l'époque de quartier numérique, avant que ça devienne la French Tech. Et donc on a contribué avec tout ce petit monde-là, avec les petits moyens qu'on avait, avec beaucoup d'huile de coude, à faire émerger 1, 10, 20 startups, 200. Et donc 8 ans après, nous, on en a accompagné à peu près 220. On a accompagné aussi autant de PME. On essaye de garder un monde dans le digital et un monde de la vraie vie, enfin de la vie de tous les jours, de la vie physique. Et puis l'écosystème a grandi. On a créé des outils pour les suivre, pour les détecter. Et puis comme la maison SNCF, avec ses différentes crises liées au digital, liées aux nouveaux entrants, c'est aussi structuré. Elle a créé ses propres accélérateurs internes dans les équipes des gares pour inventer les services dans les gares, dans la partie infrastructure, là justement pour digitaliser, pour mettre en place de la maintenance prédictive. Au fur et à mesure, il m'a appelé en disant: est-ce que tu n'as pas une start-up qui fait de l'IoT? Est-ce que tu n'as pas une start-up qu'on pourrait mettre dans des bornes? Et donc ça s'est développé. Donc on est devenu un des maillons de la chaîne de l'innovation SNCF, comme chez Orange, avec qui on travaille. On a aussi une très belle boîte, un ancien d'Orange, Roger Voice, qui a créé une magnifique application pour permettre de téléphoner à des personnes malentendantes, qui est aujourd'hui déployée sur Oui SNCF et puis sur le site d'Allianz. Donc c'est cette notion d'écosystème dans lequel nous on sait beaucoup plus, sur lequel on agit beaucoup. On a même fait un livre. Je vous le propose pas parce que dans 1 mois et demi il sera mis à jour à Vivatech. Il y aura les 1000 startups. On fait un petit hommage aux précurseurs comme Frédéric qui ont inventé cette nouvelle façon de faire l'économie. Et vous verrez, il y a toute une famille qui nous intéresse aussi beaucoup, la Legal Tech, parce que même si on parle de beaucoup d'IoT, de digital, nos juristes aussi cherchent des nouvelles solutions. Et donc récemment, là, on a fait une recherche pour un chatbot RGPD pour l'aider. On a eu beaucoup de demandes et là, on a choisi une start-up. Voilà, donc ce monde d'écosystème, il est très fort en France. On y a contribué, des Orange et puis nos partenaires du livre y contribuent tous les jours. Il ne faut vraiment pas hésiter à puiser dedans, à venir. La grande messe, c'est Vivatech. Frédéric, j'imagine que tu vas intervenir comme l'an dernier. On a un gros stand de SNCF. Orange a aussi un très très gros stand. Venez voir tous ces gens-là, venez rencontrer. Ils savent réinventer tous les métiers. Nous, on aime parce qu'ils font de l'économie, ils font aussi de l'inclusion, mais derrière, on a du business, un peu d'argent. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'idée de départ, ce n'était pas nécessairement d'avoir une activité, enfin d'avoir un retour sur l'investissement. C'était vraiment d'essayer de recréer ce tissu d'emploi perdu. Mais finalement, en à peine 7 ans, cet écosystème démontre à quel point on peut créer de la valeur au-delà de la vision de départ et dans une dynamique qui bénéficie à tout le monde. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces projets n'ont rien à voir avec la SNCF. Enfin, certains oui, d'autres pas du tout. Mais malgré tout, c'est la diversité de ces projets, de ces investissements qui aujourd'hui bénéficient au groupe. Ouais. La SNCF, ça reste quand même un service public, c'est un aménageur du territoire. Donc on a un rôle RSE, au-delà de la mobilité, on a un rôle en tant d'aménageur des territoires, autour des gares, autour des villes. Donc les équipes de Gare Reconnexion ont un projet assez intéressant sur City Booster, comment les gares participent au dynamisme des villes, et toutes les startups de la Smart City en font partie. Par contre, même si on fait de l'impact social, il faut qu'il y ait de l'économie. Donc les startups, c'est parfois de la techno, c'est toujours des hommes et des femmes derrière, mais c'est avant tout un modèle économique. Et là, tous les enjeux qu'on va surveiller de près dans les 2 années qui viennent, c'est la réelle maturité de l'écosystème et sa capacité, au-delà de lever des fonds, qui permettent de faire du financement, mais pas toujours de générer de la rentabilité, de faire pivoter les modèles et de s'assurer qu'ils sont capables de rembourser les investisseurs, d'apporter du rendement aux investisseurs, de payer les URSSAF de tous leurs salariés et de pérenniser des modèles économiques, si possible, avant de se faire acheter ou par nous, parce que l'acquisition de start-up fait partie des stratégies de la plupart des grands groupes ou de nos collègues des autres pays.
Alors justement, une question que je voulais aborder aussi, c'est on a parlé d'open innovation et de partenariat plutôt que d'avoir des développements en cycle fermé, mais il y a effectivement aussi cette question start-up, rachat ou par achat, l'innovation par l'acquisition ou par la prise de participation, qui est une forme que l'on voit aussi beaucoup se développer et qui a tendance à finalement laisser plus de souplesse et à garder l'identité d'origine de la start-up. Vous avez peut-être tous les quatre une opinion sur cette option. Je veux bien commenter sur cette option-là. Je voudrais juste dire une chose, et c'est l'occasion, parce que je n'ai pas forcément toujours l'occasion de le dire, mais sur l'innovation de la SNCF, au-delà de la liaison avec l'écosystème, tel que Cyril l'a mentionné, il y a aussi quand même des innovations. Enfin, moi, je suis assez admiratif de ce qui a été fait sur les 5-6 dernières années en termes d'innovation pure sur les produits. SNCF, vous prenez Ouigo, vous prenez Ouibus, vous prenez Ouicar qui a été racheté aussi, qui est de la justement par du coup acquisition de la location de voitures entre particuliers. Vous prenez TGV Max, vous regardez aussi tout ce qui est service porte-à-porte avec la connexion avec les taxis. Enfin, sur les 5 dernières années, j'ai l'impression que la SNCF s'est dit je ne suis plus une boîte de train, je suis une boîte de mobilité. Ce qui change tout. Et ils se sont dit bon alors donc on doit avoir un jeu, on doit jouer dans cette cour-là. Et je trouve que c'est remarquable ce qui a été fait en termes d'exécution, parce que faire bouger une grosse boîte comme ça, c'est compliqué, c'est très compliqué. Je me souviens de discussion avec notamment Guillaume Pépi, où j'avais... Alors évidemment que nous, on est un petit peu le troublion de la fête, quoi. Enfin, parce que forcément, on innove et puis on bouscule un petit peu des modèles établis. Mais il était quand même assez content de se dire que aussi le fait qu'il y ait des troublions comme nous fasse que ça force un petit peu justement tout le monde à prendre conscience que oui, il faut bouger. On ne peut pas rester. Le statu quo, c'est pas possible. Il faut bouger. Et donc du coup, rien que pour ça, je me dis bon, bah, si Blablacar a servi à aider à faire bouger la SNCF, on a tous gagné. Non, mais c'est vrai. Et au-delà du fait qu'on a créé autre chose qui s'appelle Blablacar, mais ça a fait bouger beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, donc je vous dis aujourd'hui, on a plutôt l'équivalent de 6 fois le réseau Eurostar. C'est plus une fois, c'est 6 fois. Donc effectivement, ça grandit bien. Parce que c'est 18 millions de passagers par trimestre. Et là, avec les événements actuels, comme tout le monde est en train de prévoir ses déplacements sans train dans les 2-3 mois qui viennent, forcément, qu'est-ce qui reste et qui roule? Des voitures et des autobus. Voilà. Donc, alors, sur la question, non, parce que j'avais promis à Cyril de ne pas trop parler de la grève. Non, mais voilà. Donc, c'était plutôt à l'inverse, c'était plutôt une éloge sur l'innovation de la SNCF que j'ai fait. Enfin, je veux dire, c'est plutôt, je dis que j'étais admiratif, donc voilà, c'était plutôt ça que je voulais envoyer comme message. Alors après, sur ce qui est acquisition, pas acquisition, sur ce qui est stratégie de la société, de la start-up elle-même, sur la manière avec laquelle elle va poursuivre sa vie, soit en s'adossant à un plus grand groupe, soit en allant chercher son autonomie par une IPO, enfin une entrée en bourse, juste comme ça. Là, je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'un écosystème qui est beaucoup plus mature que le nôtre, qui est l'écosystème américain. Je pense que c'est capital que les très grands groupes français sachent racheter des sociétés, mais les racheter bien. C'est-à-dire pas les racheter pour les tuer, les racheter pour leur donner toute la synergie possible. Donc il ne faut pas faire juste des achats tactiques, il faut faire des achats stratégiques en ayant des acteurs à qui on va pouvoir amener tout le volume et la puissance d'un grand groupe. Qui va faire qu'on va pouvoir développer cette activité, c'est-à-dire qu'une start-up qui s'est débrouillée toute seule avec ses petites voiles jusqu'à un certain moment, quand elle s'adosse à un grand groupe, normalement un bon investissement stratégique d'un grand groupe, ça devrait être de démultiplier le volume et le chiffre d'affaires de cette petite start-up x3, x4 dans les 2-3 années qui suivent l'acquisition, pour justement lui donner la puissance qu'un grand groupe peut amener, qui est une de ses grandes forces. Si c'est pas ça, et si c'est acheté pour la laisser dans un coin, dans un placard et pas l'aider, ben en fait, c'est pas bon, quoi. Marie-Noëlle, quelle est votre position sur cette question? Sur ce sujet-là, je crois qu'il y a deux façons de voir les startups quand on est dans un grand groupe. On a une activité de capital risque, de fonds ou d'investissement direct, qui doit être du coup très dictée par les règles du capital risque. Et on peut investir dans des concurrents et il ne faut pas trop se poser de questions.
et la capacité de dire qu'il faut forcément qu'il y ait une BU qui s'engage à faire, etc., il faut oublier, parce qu'on n'est pas sur les mêmes rythmes. Et donc, voilà, ça existe, c'est bien, ça nous chatouille aussi, ça nous montre des exemples, et c'est important. Après, la deuxième catégorie, c'est de dire comment je vais effectivement soit prendre des participations dans une start-up, soit acquérir une start-up pour faire une adjacence à mon marché, pour aller plus vite quelque part. Alors ça, c'est des choses qu'on fait beaucoup, qu'on ne faisait pas avant. Et très clairement, notre stratégie M&A, elle a beaucoup changé dans les 2-3 dernières années. Je crois que la prise de conscience, elle est les 3 dernières années, elle est vraiment explicite. Sur le marché Orange Business Service, par exemple, dans nos marchés IoT, il est évident qu'on ne va pas tout faire. Alors, par contre, il faut avoir quelques grosses plaques. Et puis après, il faut qu'on aille regarder dans chacun des pays d'Europe, dans chacun des marchés. Alors, soit on est capable d'aller acquérir des startups, soit on est capable d'avoir une part à la startup qui est significative pour avoir un impact. Donc là, on n'est pas forcément, on est dans un pourcentage au capital qui est plus important que quand on fait du capital risque à côté d'autres fonds. Donc je pense qu'on le regarde de plus en plus. C'est une façon d'accélérer, c'est une façon d'avoir des compétences. Et quand on le fait, alors on réfléchit toujours, mais dans un certain nombre de cas, dans la majorité des cas, dans la très grande majorité des cas, on les laisse en tant que tels. On a plutôt tendance à leur donner la partie d'Orange qui avait commencé à faire l'activité. Quand on y pense vraiment, il y avait déjà des gens qui tournaient autour, donc on essayait plutôt de les laisser tels qu'ils sont pour éviter de les tuer, pour leur garder leur agilité. Et on se dit, bon, s'il y a des choses à faire en double, on va les mettre dans la start-up et ils vont faire. Après, il y a des vraies questions qui se posent sur la fidélisation des dirigeants, parce que je pense qu'ils incarnent beaucoup les choses et que ça fait partie c'est des points importants des deals. Donc, quand on fait des due deals, il y a vraiment des sujets très différents qu'il faut regarder. Il y a évidemment des sujets d'assets techniques, technologiques. Il y a des sujets clients, parce qu'en fait, il y a des gens qui veulent bien être clients d'une start-up, mais qui n'ont pas envie d'être clients d'un grand groupe. Donc, il faut regarder comment gérer. Et puis, il y a les people, les compétences, et puis le charisme des dirigeants à qui il faut laisser de la place. Parce que s'ils ont fait une start-up, c'est sans doute parce qu'ils n'avaient effectivement pas envie d'être un ingénieur lambda dans un grand groupe. Et donc, il faut qu'ils aient leur place. Et c'est des équilibres qui ne sont pas faciles et tout le monde apprend. Et je pense qu'il y a des façons de réussir. Et puis, après, des fois, on rate. Et quand on rate, on apprend aussi. Ce n'est pas très grave. Mais il faut regarder tout ça en même temps et puis être assez transparent avec les gens qu'on a en face. Parce que tout arrive. S'il y a des choses qu'il faut savoir, ils se sauront pour savoir quelles sont leurs envies, quelles sont les motivations. Oui, et pour les directions juridiques, c'est évidemment un challenge d'accompagner à la fois ces nouvelles formes de partenariat, mais aussi ces acquisitions, puisque on se rend compte qu'on n'est plus à l'époque où la valeur tenait au portefeuille de brevets, mais elle tient effectivement principalement au management, aux personnes, aux fondateurs souvent, et là, il est évidemment plus compliqué de verrouiller, entre guillemets, et sécuriser, en tout cas au plan juridique, une transaction. Maria, si tu veux commenter là-dessus. Oui, peut-être deux mots. Donc, tout d'abord, je ne peux pas être plus d'accord avec le sujet que ça doit être une acquisition stratégique, sans doute. Et comme c'est le cas, je suis sûre, de beaucoup de personnes parmi nous, j'ai eu l'occasion de travailler dans pas mal d'acquisitions dans le passé. Et on connaît tous quelles sont les règles d'intégration. Et moi, je dirais, dans le cas de l'acquisition des startups, définitivement, ces règles, en ce qui concerne la direction juridique, ne s'appliquent pas du tout de la même façon. Donc, en ce qui concerne la direction juridique, je pense qu'il faut le faire dans une logique de respect et dans une logique d'apprentissage. Donc, dans le passé, quand on faisait une acquisition, on arrivait, on expliquait nos politiques internes, etc., parmi d'autres choses, bien évidemment. Et nous, ça m'est arrivé, même depuis mon arrivée chez Capgemini, de faire face à une acquisition. Et les premiers échanges que j'ai avec les CEO de la start-up, c'est « je ne suis pas là pour te raconter tout ce qu'on fait au sein de la direction juridique, nos politiques d'achat, etc. Je suis là pour t'écouter, tout d'abord, parce que je considère que j'ai plein de choses à apprendre. Et deuxième chose, je suis là pour continuer à développer mon stratégie juridique digitale avec toi et avec tout ce que tu apportes à notre entreprise. Et c'est pour ça que je dis la logique d'acquisition est complètement différente, même pour une direction juridique. Et pour vous, Cyril, avec le recul de l'expérience, quelle est la meilleure
manière d'assurer la croissance de ces startups? C'est de générer du chiffre d'affaires. C'est quand même le plus simple. Du bon chiffre d'affaires avec des délais de paiement corrects, voire affûtés pour soutenir des petites entreprises. Il n'y a quand même rien de mieux. C'est pas dilutif. Ça touche pas la propriété de l'entreprise et ça nous rend service. Et finalement, des grosses boîtes comme nous, on est avant tout des gros acheteurs avant d'être des gros investisseurs. Donc les investisseurs, ça reste les investissements en start-up, c'est marginal en volume. Elles sont parfois très stratégiques, comme Wicar, comme Idevroom, enfin l'ancien concurrent de covoiturage à 2-3 voitures, donc qui est devenu maintenant Idevroom, mais qui vit très très bien aussi des grèves d'ailleurs, comme toi. Donc l'acquisition, ça reste très marginal. Par contre, de pouvoir dire je mets 1%, 2%, 3% de mon volume d'achat sur des entreprises innovantes à potentiel, vous avez un effet levier qui est beaucoup plus important. Moi, j'arrive à faire à peu près 45% de mes achats de la filiale dans les startups. Et voilà. Et nous, on a plaisir à être un premier client bêta-testeur de la startup. Et c'est ce qu'on fait aussi avec les équipes de SNCF Réseau. Et donc, c'est parfois des petits budgets. On prend les risques que le produit n'arrive pas à terme. Mais ça reste le meilleur moyen d'être là une première référence, de payer justement, pas de faire de la R&D gratuite ou parfois du vampirisme. On l'a vu dans certaines boîtes européennes qui viennent puiser dans nos startups. Donc le chiffre d'affaires, ça reste le mieux. La co-création, ça aussi on peut le faire. On a des brevets en commun avec des startups et c'est pas toujours facile après à commercialiser. Et puis ça peut gêner après pour la levée de fonds ou un investisseur quand il y a des co-brevets avec un corporate. Donc le chiffre d'affaires, c'est le mieux. Et puis après, il y a une dernière voie qui est très intéressante, c'est quand on est nous-mêmes vecteurs de flux. On a beaucoup de clients, comme les gares, ou comme SNCF, ou comme un média. On peut faire du media for equity, où on peut créer des choses vraiment nouvelles en apportant de la visibilité, du flux client. Et nous, en fin de compte, les boîtes qu'on met dans nos gares deviennent nos propres clients parce qu'elles génèrent des loyers. Et donc on peut aussi jouer sur des effets avec des loyers très modérés pour mettre en place des commerces innovants, des bornes innovantes. Donc en fin de compte, quand on creuse bien dans une entreprise, on a souvent plein de moyens pour faire émerger de façon plus ou moins tactique, plus ou moins discrète pendant quelques temps, des boîtes innovantes. L'acquisition, c'est vraiment l'arme de dernier recours qu'on exerce très rarement. Et il y a plein de moyens de le faire, mais le meilleur, c'est un bon contrat et un délai de paiement avec un acompte. Oui, je voulais ajouter une anecdote et puis une remarque. En fait, on parlait de brevets tout à l'heure, ou même de protection juridique tout court. Enfin, des fois, dans certains marchés, surtout dans les marchés innovants, on n'a pas forcément le temps de faire ça, de déposer tout ça. Et le temps qu'on dépose tout ça, le temps qu'on le fasse, on a perdu le marché et il y a quelqu'un d'autre qui l'a pris. Alors après, on peut bien dire, revenir, mais en fait, j'y avais pensé avant. Ouais, tu sais quoi, il y en a d'autres qui l'ont fait. Et donc, ils sont déjà devant et ils ont déjà le marché. Ça me rappelle une anecdote où j'étais avec un ami qui est très bon joueur de tennis. Une fois, on avait rencontré un joueur de tennis, un tennisman américain qui, lui, pour le coup, jouait à Roland-Garros et qui était extrêmement dans le top 100. Et puis mon ami commence à lui dire, ouais, moi quand je joue au tennis, pour savoir comment la balle du serveur va arriver et savoir où me placer pour la rattraper, j'écoute le son de la balle quand elle arrive. Et là il y a le tennisman américain qui lui est un joueur professionnel d'un niveau autre, qui lui dit, but it's too late. Il lui dit, mais faut que tu regardes comment je positionne ma raquette. C'est la lumière qu'il faut que tu utilises, c'est pas le son. Parce que si tu utilises le son, le temps qu'il arrive, ma balle est déjà là. Donc il y a ce côté d'aller vite qui est extrêmement important, d'exécuter sur le marché, et on ne peut pas se permettre d'aller décrire tout en détail, ce qu'on va faire, ce qu'on ne va pas faire, déjà parce que ça risque de changer. Et il y a une question de rapidité d'exécution. Et alors dans cette logique-là, donc là c'était l'anecdote, et sur le côté remarque, très souvent on se dit, bon, quand on arrive dans la nécessité de faire du juridique, on se dit, oh là là, c'est un peu comme si on rentrait, je sais pas, quand vous faites du ski, des fois vous tombez sur une plaque de gazon, hein, ça ralentit en fait, parce que vous alliez vite, et puis d'un coup,
Ah oui, non, là, ça avance plus. Là, c'est dommage parce qu'on glissait bien. Et donc, quand on se dit, bon, on arrive dans le juridique, ah ouais, on va prendre la plaque de gazon, on va la traverser, ça va prendre un petit peu de temps, mais enfin, on va un peu moins vite. Et en fait, c'est peut-être lié, donc c'est une remarque, je ne veux pas que ce soit une polémique, mais j'invite quand même tout le monde à y réfléchir, c'est que tout ce qui est juridique, en fait, est comptabilisé au temps passé. C'est à peu près contraire à toute logique de business normal, c'est-à-dire qu'un business normal, plus ça va vite, plus ça marche, c'est-à-dire plus ça gagne de l'argent. Et là, on arrive sur quelque chose où tout le monde est payé au temps passé. On dit, mais alors attendez, parce que du coup, vous, pour optimiser votre chiffre d'affaires, il faut y passer plus de temps, c'est ça? Vous avez passé... Je voudrais juste signaler quand même, excusez-moi Frédéric, que les consultants informatiques également. Hein. Ah oui, il y a d'autres professions de conseil. Ouais, c'est pour ça que nous, on a tout en propre et qu'on n'a pas de consultants externes. Non, mais en fait, évidemment, vous avez le public rêvé pour faire cette remarque. D'ailleurs, les directeurs juridiques voudraient aussi que les conseils ne soient pas autant passés. Hein. Je sais que c'est un débat. Et ça nous ramène au débat sur la valeur, parce qu'évidemment, ce qui ne se mesure pas en temps passé doit au moins se mesurer en valeur. Et bien, on attend les solutions innovantes qui nous permettront de pouvoir mettre une valeur fair, équitable et raisonnable sur la prestation de conseil. Mais plaisanterie mise à part, ce que vous indiquez est effectivement très vrai. On l'a vu, évidemment, l'immobilisme ne favorise pas l'innovation. Le juridique reste perçu comme un frein. Il faut que les juristes changent leur logiciel, pour reprendre une formule un peu galvaudée. Il y a quand même une réalité dans ce monde-là, et ce sera peut-être le dernier thème pour cette table ronde. Tout à l'heure, on a entendu parler de level playing field dans un autre contexte qui est issu du Brexit, mais c'est également celui dans lequel vous évoluez, puisque une époque où effectivement l'innovation est en mode accéléré de par notamment l'accélération effectivement des technologies. On n'a jamais eu autant de réglementation. On assiste à une vraie inflation de la réglementation française, européenne et internationale. Et donc, il faut aussi composer avec cette réalité. Je pense que vous avez sans doute tous des expériences et des visions différentes sur la question. Je vais commencer. Je vois Marie-Noël veut absolument. Marie-Noël, vous voulez en parler? Allez-y. Vous en avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais plus concrètement. En fait, on est toujours dans des... Il faut qu'on arrive à anticiper le plus possible. Parce que quand on arrive sur les sujets, et on sait qu'on a des handicaps en France, on a des handicaps en Europe, dans lesquels il faut qu'on arrive à essayer de regarder différemment. Enfin, quand on prend le sujet de la data, par exemple, quand on prend le sujet de la data, on s'aperçoit, ou quand on prend le sujet de l'IA, donc déjà on dit l'IA va arriver, Obama il fait une déclaration en disant objectif numéro 1, se donner toutes les conditions d'expérimentation possibles pour avancer. Et l'Europe a fait la même déclaration la semaine d'après en disant l'IA va arriver, comment on va légiférer. Donc déjà on n'était pas placé pareil, et il faut qu'on arrive à se dire comment on arrive à être un petit peu plus harmonieux au niveau européen, parce qu'en fait on est trop petit par rapport à tout ça, on est trop fragmenté. Comment on arrive à se faire confiance, comment on arrive à être un peu transfrontalier et comment on arrive à un peu se donner des champs d'expérimentation. Quand on innove, on teste, on essaye, il faudrait qu'on se dise comment on peut faire ça au niveau juridique. C'est-à-dire, on va essayer quelque chose et puis ça ne marche pas parce que ça ne permet pas aux clients d'essayer, aux entreprises de se développer, etc. Donc on va faire autrement. Donc cette espèce de boucle agile, finalement, je ne sais pas ce que ça veut dire dans le métier du juridique, mais il faudrait qu'on réfléchisse à qu'est-ce que ça veut dire. Parce que finalement, la première loi, c'est juste ce qu'on appelle une MVP, un minimum viable product. Donc ça doit faire moins de 10 lignes et ça doit permettre d'essayer. Voilà. Et puis du coup, la deuxième version sera un petit peu plus complet, etc. Et donc le raisonnement, il n'est pas fait comme ça. Le truc, il est exhaustif tout de suite et donne le cadre. Donc je ne sais pas comment il faut faire, mais il faut que tous les acteurs puissent être, je pense, considérés comme... traités de la même façon, finalement, qu'ils soient opérateurs telco ou pas opérateurs telco, et que ça soit plutôt le client qui soit la base de... Le client fait quelque chose, donc comment il est protégé, finalement. Et puis, comment on peut tester, essayer, se dire qu'on s'est trompé, et de façon rapide, parce que je pense qu'on a un sujet de rythme. Et c'est pas la faute des directeurs juridiques, c'est aussi parce que c'est très encadré, mais du coup faut peut-être se dire voilà, on essaye un terrain d'expérimentation, 2 terrains d'expérimentation, faisons-nous confiance a priori, et puis on a un vrai sujet quand même européen
de se dire si on veut qu'on ait une taille significative, comment on fait pour être un petit peu plus puissant. On a un truc merveilleux devant nous. Enfin, l'Europe, c'est plein de clients qui ont le chiffre d'affaires, c'est un truc de dingue. Donc il faut qu'on arrive à faire levier là-dessus pour que les choses soient plus simples. Maria, tu voulais réagir sur la question de la réglementation, puisque justement, c'est dans cette optique aussi que tu vois ce rôle d'innovation au sein de la direction juridique, anticipée. Non, complètement. Donc, l'innovation, c'est une chose que, si elle est bien ciblée, c'est une chose qui augmente la croissance économique, qui augmente la productivité, et c'est une chose qui est définitivement très positive. Et je sais qu'il y a des aspects, je sais qu'il y a des défenseurs, il y a tous ceux qui disent que la réglementation est un frein à l'innovation et tous ceux qui disent que l'innovation a définitivement beaucoup contribué à l'innovation. Moi, je pense que les deux sont vrais. Donc, si je parle des freins, donc définitivement, l'innovation, la réglementation ne permet pas ça qu'on appelle dans notre argot les reduced time to market. Ça ne nous permet pas d'avancer à la même vitesse. Et il y a des problèmes de frais administratifs associés à la réglementation. Il y a des incertitudes parce que parfois la loi, on va très vite et la loi n'arrive pas à donner des réponses à toutes les questions qu'on se pose dans le cadre de l'innovation. Donc, il y a définitivement des freins. Mais on ne peut pas ignorer non plus que la réglementation a aussi beaucoup contribué à l'innovation. C'est-à-dire, il faut un cadre réglementaire qui bénéficie de la concurrence. Aujourd'hui, on est tous en train d'implémenter la nouvelle réglementation de protection des données. On parle de privacy by design, security by design. Ça veut dire qu'on est en train de développer de nouvelles offres qui vont ajouter certains requirements, technical requirements à nos offres. Donc, ça aide à innover. Si je prends une autre industrie, comme c'est l'industrie environnementale, il y a plein d'industries qui se sont développées tout simplement parce que la réglementation a avancé et a été de plus en plus stricte. Et finalement, je finirai par dire, parce que par rapport à l'innovation en positif, c'est que finalement, quand les startups développent des produits ou des services, ils bénéficient d'un cadre réglementaire unique, qui est le cadre de protection de la propriété intellectuelle. Et c'est ça aussi qui vous permet de développer dans des bonnes conditions de marché. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire que la réglementation est toujours, dans tous les cas, un frein à l'innovation. Une fois dit ça, je travaille dans un secteur, c'est pour nous tous quand on parle du numérique, qui change tous les jours, qui est de plus en plus modulaire. Donc, avant, quand j'ai commencé à travailler dans le secteur de technologie de l'information, on développait une application. From scratch ou pas from scratch, on développait une application. Aujourd'hui, il faut parler à ceux qui les propriétaires du contenu, les propriétaires de la plateforme, la start-up qui va apporter une idée, etc. C'est un cadre qui a changé, c'est beaucoup plus modulaire. Donc, le régulateur doit prendre ça en compte, sans doute. Et c'est pour ça que je pense que les régulateurs doivent faire des efforts pour connaître, pour être proche de la technologie, pour être proche des innovations. Les régulateurs doivent beaucoup écouter et ils ne doivent pas attendre aux dernières minutes pour aller poser la question est-ce que cette nouvelle technologie amène des risques ou pas. Il faut beaucoup écouter. Et je pense qu'il faut aussi beaucoup développer les guidelines. Tout ne doit pas passer par les règlements européens, la directive, etc. Il faut développer aussi un cadre réglementaire beaucoup plus lax qui permet à une entreprise de s'adapter aussi dans certaines circonstances quand on est en train d'innover. Et il faut aussi, et c'est pour ça que je considère que les people, les équipes sont très importantes, il faut aussi probablement que les régulateurs commencent à recruter des jeunes talents qui sont très familiarisés avec l'innovation, qui connaissent la technologie et qui peuvent les aider à mieux se positionner dans la tête de quelqu'un qui souhaite créer une start-up, quelqu'un qui souhaite avancer très vite et qui doit avancer très vite. Parce que quand les choses se font bien, sont toujours très positifs. Donc. Cyril ? Et nous passerons ensuite aux questions. Je ne sais pas combien de questions pour avoir de la salle. Une, on est en retard. D'accord. Alors, sur le sujet LegalTech, comme on analysait un peu les différentes familles, si moi j'avais une start-up à créer, cette année je la ferais dans la LegalTech. Pourquoi ? Parce qu'il y a 4 ans, il n'y avait quasiment aucune LegalTech française. L'an dernier, on en a péniblement recensé 70 pour en mettre 100. Et là, on est déjà à 150
identifiés, donc on va en montrer qu'une centaine dans le livre. C'est le secteur qui émerge le plus. Pourquoi il émerge le plus? Parce qu'il y a une maturité technologique, intelligence artificielle et blockchain qui ouvrent des perspectives énormes pour vos métiers. Il y a un momentum de socle législatif évolutif qui tombe, qui crée beaucoup de boulot, mais qui crée des opportunités. L'article 20 de RGPD, il permet à des sociétés comme Frédéric de créer des nouveaux usages en captant les données par la portabilité, et il peut faire d'une difficulté ou de quelque chose qui pour nous est vu comme une contrainte, une véritable opportunité business. Donc là, il va y avoir des très très belles startups qui vont exploser. Donc c'est un marché qui est naissant. Il est encore early stage parce qu'il n'y a pas encore de très très belles startups. Donc c'est un moment où ça va investir. Donc là, on voit que les fonds commencent à driver un maximum de flux sur ce secteur-là. On a essayé de vous montrer avec l'exemple de la SNCF La Mobilité comment on pouvait être bousculé assez rapidement sur nos bases arrières. Je pense que dans votre monde, dans les 2 à 3 ans qui viennent, vous allez vivre une révolution assez intéressante. Moi, je teste là des transformations de contrats en smart contract sur la blockchain. Ça ouvre des perspectives mais extraordinaires dans les prochaines années. Donc, ouais, formez-vous. Je pense que c'est aussi le rôle du cercle, de former les directions juridiques, rencontrer ces gens-là, commencer à embaucher des jeunes qui ont une formation au code, mais au code numérique, parce qu'on sent bien qu'une partie du métier du juriste demain sera un codeur de contrats avec des applications plus ou moins outillées, et vous allez avoir énormément de process à changer, à inventer. Oui, ben c'est clairement effectivement un sujet d'actualité pour toute la communauté des juristes et conseils. Et on parlait de la réglementation qui était un peu lente. L'enjeu de demain, l'enjeu d'aujourd'hui, ce sont les talents. Dans notre monde, ça veut dire la formation. Et je dis en plaisantant, changer notre logiciel. Mais c'est vrai qu'il y a urgence à ce que l'on travaille différemment et que l'on forme différemment les juristes dès maintenant pour dès demain.